Des petits morceaux, hein, la réalité historique et artistique du palais royal de Venise. Conjuguer réalité historique et impératif d'aujourd'hui, c'est toute la question. Nous sommes à présent dans les coulisses du palais. À l'ordre du jour de cette réunion de travail, la reconversion de ces anciens appartements royaux. Un décor magnifique. Aujourd'hui, ce sont des bureaux. Ils appartiennent au ministère de la Culture, un patrimoine négligé qui n'a pas été restauré depuis 2 siècles. Giandomenico voudrait rendre à ces lieux leur beauté d'origine et les ouvrir au public. Il faudra travailler, mais pourquoi, je pense que le résultat sera extraordinaire. Pourquoi vous dites qu'il faut travailler? Vous pouvez nous montrer pourquoi? Il y a une condition qui est vraiment pénible. Et pourtant, ce sont des tissus remarquables, ça. Oui, des tissus remarquables du 19e siècle. Mais il faudra conserver, il faudra faire des interventions de conservation. Une conservation qui nécessite de gros investissements. D'où la présence aujourd'hui du président du Comité français pour la sauvegarde de Venise. Très difficile. Dans les années 2000. Il prend en charge une partie du financement. Il découvre les lieux et l'ampleur des dégâts. Il y a les murs se soulèvent, il y a des fissures énormes, et donc des infiltrations. Enfin, je pense que maintenant, nous sommes à -1 pour intervenir. Mais enfin, il n'y paraîtra pas. Une fois que ça sera fini, ça paraîtra dans un état parfait, sans aucun problème. Et Jérôme sait de quoi il parle. La restauration d'une partie du palais royal, l'aile napoléonienne, c'est le Comité français. 2 ans et demi de travaux, 750 000 € pour un bâtiment important de la place Saint-Marc. Sa plus grande fierté, elle se trouve au fond de cette salle, la salle de bal du palais. Je vais vous montrer maintenant une statue qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle vient de rentrer à Venise après 2 siècles d'absence, et bien qu'elle ait été offerte au musée Correr par le Comité français pour la sauvegarde de Venise à la demande du maire de Venise et du ministère italien de la Culture, elle nous a valu pas mal de polémiques et même quelques menaces, ce qui explique que ce Napoléon idéalisé en empereur romain soit toujours aujourd'hui derrière une vitre blindée. Une vitre blindée, et pour cause. Napoléon et Venise, une relation d'amour et de haine. Pour les Vénitiens, il a mis fin à l'indépendance et à la grandeur de la Sérénissime en pénétrant dans la ville en 1797. Mais avec ses réformes, il a aussi modernisé Venise. C'est pourquoi, en 1811, on a voulu lui rendre hommage avec cette statue. Elle a été placée ici même, sur la Piazzetta, qui fait partie de la place Saint-Marc. C'est vraiment une statue vénitienne de Napoléon, en ce sens qu'elle a été commandée par la Chambre de commerce de Venise, c'est-à-dire les grands négociants et banquiers de Venise, qui ont voulu remercier Napoléon d'avoir créé un port-franc à Venise qui devait relancer le commerce. Puis, en 1814, les Autrichiens ont retiré la statue et l'ont placée à l'île de San Giorgio, où ils ont décidé au bout d'un certain temps de la vendre. Et avant de la vendre, ils l'ont vandalisée, ils ont cassé le nez et les oreilles afin d'éviter peut-être une utilisation politique ou d'exercer une vengeance contre Napoléon. Exilée juste en face à San Giorgio, elle sera rachetée puis restaurée. On perd ensuite sa trace, mais avec Napoléon, on n'est jamais au bout de ses surprises. Cette statue qu'on croyait détruite est reparue en janvier 2002 sur le marché de l'art à New York. Elle était en fait dans une fabuleuse villa californienne qui a été vendue. La statue s'est retrouvée chez Sotheby's. Et quand les autorités italiennes ont su ça, ils nous ont demandé, puisque nous restaurions le musée Correr, de les aider à faire rentrer à Venise ce qu'ils considéraient comme un monument important pour l'histoire de Venise. Vente aux enchères. Face au comité, Bill Gates, grand amateur de Napoléon. Les prix flambent, la statue est finalement adjugée 380 000 € pour le comité. Mais l'histoire n'est pas terminée, car son retour est loin de faire l'unanimité. Pour ou contre Napoléon, la presse locale se déchaîne. Jérôme tient bon, la statue retrouvera Venise, non sans peine. Napoléon a embarqué sur un jumbo, il a traversé l'Atlantique debout
le bras tendu, et il est arrivé à Paris, puis il a été transporté par camion jusqu'à la Piazzale Roma, et là il a embarqué sur un bateau. C'est ça peut-être le plus difficile, parce que nous avons choisi de faire ça la nuit, étant donné qu'il y avait eu quelques menaces. Nous étions entourés de bateaux de police. On est arrivé sur la place Saint-Marc. Là, on ne peut pas placer n'importe où 3 tonnes, on risque de passer à travers la place. Par conséquent, il a fallu mettre des rails qu'on déplaçait en permanence, et nous avons mis ainsi plus de 4 heures pour aller de la Piazzetta jusqu'au musée Correr. Séquence photo peu ordinaire chez notre marchand de soie. Ici, les top modèles ont plus de 400 ans et pas une ride. Ah, sur cette chasuble, ce qui m'intéresse, c'est cette partie où on voit le passage entre le fond du vêtement avec les effets du métal qui sont très beaux et cette chenille en forme d'onde qui fait une flamme. Tu peux me le photographier ? C'est une chasuble de la fin 18e et c'est un morceau qui est incroyable pour l'état de conservation, mais aussi pour la technique. On est en train de construire un archive photographique de notre musée, disons, et pour qu'il soit plus facile de consulter, sans sortir les morceaux chaque fois. On a plus que 5000 documents de l'archive dont on ne peut pas tout avoir dans la mémoire, alors c'est bien qu'il aille un archive informatique. Buongiorno Martina. Alors, qu'est-ce que tu es en train d'archiver? Ce sont de très beaux jabots de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Vénitien, j'espère. Vénitiens ou français. À l'époque, c'était les deux leaders. Et les bordures sont brodées et cousues ensemble? C'est de la dentelle en soie et en argent, avec de petites fleurs que l'on appelle moceria. Et elles sont en soie également. Des documents uniques. Plus de 5000 sont conservés jalousement dans ces tiroirs. Un trésor familial que Niccolò montre rarement. Sous nos yeux, défile toute l'histoire de la soie. Et c'est un des dessins que j'aime le plus dans notre musée. C'est un dessin comme style fin 1400. C'est une technique extrêmement particulière, affinée. Et ça, c'est un exemple que malheureusement on ne peut plus tisser aujourd'hui. Donc tous ces objets, pour vous, en fait, c'est une mémoire? Pour nous, ça a une importance extrême comme une inspiration et pour réinterpréter, pour reproduire pour le futur en regardant ce qui a été créé dans le passé. Le passé revisité, c'est aussi l'objectif de Sergio Segalini, le directeur artistique de la Fenice. Il est aujourd'hui à la recherche d'opéras oubliés, et c'est pourquoi il se rend ce matin à la Fondation Cini. Un ancien monastère, transformé en centre culturel, un lieu connu des mélomanes du monde entier. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Benvenuto. Grazie, in questo magnifico fondo. Senta, qui siamo Comme nous sommes dans la salle Respighi, je voudrais cet opéra très rare qui ne se joue plus mais qui est très intéressant. La Campana Sommersa. Je crois que vous l'avez, non? Oui, je vais vous la montrer. Nous avons en effet cet opéra, une partition qui est très rare. C'est la partition autographe, non? C'est la partition autographe de Respighi. Ah oui, c'est intéressant. On peut même voir les corrections de l'auteur lui-même. Vous savez, Tosca, Traviata, Rigoletto, Faust, Carmen, ce sont des chefs-d'œuvre, personne ne le nie. Mais on les connaît, il n'y a pas de problème, tout est en place, si vous voulez, il n'y a rien à découvrir. En revanche, quand on se penche sur des partitions non connues, pour nous, c'est passionnant parce que notre rôle n'est pas seulement de représenter des opéras,
parce que je crois que ça, beaucoup de gens peuvent le faire facilement, malgré tout, c'est de donner toujours des idées nouvelles, présenter des compositeurs nouveaux. Et on est en train de réaliser qu'un tas d'œuvres qui ont été oubliées se révèlent comme des chefs-d'œuvre absolus. Donc il faut se battre au quotidien, justement. Il faut se battre un petit peu, oui, parce que plus les théâtres ont toujours peur si on affiche une œuvre un peu rare, mais est-ce que le public va venir? Et la recette, malgré tout, est importante. On ne peut pas le nier. Dans le passé, la démarche de Sergio a déjà porté ses fruits. Il en tire d'ailleurs une certaine fierté. Je crois que depuis que je travaille dans le domaine de l'opéra, j'ai tout de même ressorti de l'oubli une quinzaine de titres, déjà. Avec la nouvelle saison de la Fenice, il y aura encore des nouveaux titres qui vont être réentendus par les contemporains pour la première fois, dont l'édition vénitienne di Maometto II de Rossini. On l'entendra pour la première fois donc en 2005 à la Fenice. Ça me plaît de dire, bon, j'ai servi à ça. Tout l'avenir de la Fenice est entre ses mains. Il a quelques années pour convaincre. Qu'est-ce que vous voudriez laisser comme petit mot? Que la vie est courte. Quelques semaines plus tard, sur le Grand Canal, nous attendons l'ingénieur Tourlone, qui a en charge l'entretien des canaux. Ce qu'il redoute le plus, il va nous le faire voir. À cet endroit, les fondations d'une maison ont cédé, il y a très peu de temps. Et en voici la raison. Les citadins ont tendance à privilégier la restauration de l'intérieur des maisons, surtout les étrangers qui vivent peu à Venise. Les fondations sont négligées, pas entretenues, et au bout d'un moment, elles s'écroulent. On voit bien ici maintenant que le canal est asséché, que le mur a complètement perdu son mortier et qu'il n'est plus efficace. Un phénomène amplifié par un nouveau fléau. On l'appelle moto ondoso. Démonstration. Le trafic des bateaux à hélice accélère la formation des vagues. Sans cesse, elles tapent sur les murs. Elles entraînent une érosion accélérée des soubassements. Les fondations n'y résistent pas. Dans ce canal aujourd'hui asséché, 400 bateaux passent chaque jour. Le périphérique, dans une ville du Moyen-Âge. Les fondations sont très importantes pour les édifices vénitiens parce que c'est grâce à elles que l'on peut encore aujourd'hui admirer cette belle architecture. Elles sont également en lien direct avec l'eau. Les fondations sont un élément vital pour la survie de la ville, et pas seulement pour les petits édifices, mais aussi pour les grands, comme dans ce cas, l'un des plus grands palais de Venise. Ce palais de 3000 m², c'est celui de la famille Sammartini. Le maître des lieux nous ouvre ses portes. Les fondations sont pour lui un enjeu permanent. Ça, c'est le point critique de ce palais. Parce qu'en dessous, on a une bouche d'égout où l'eau passe. Son va-et-vient permanent creuse le sol. On voit d'ailleurs des traces dans le mur, là où il y a les fissures. Tout ce mur est en train de glisser vers le Grand Canal. C'est pour cette raison que je dois faire une intervention et creuser jusqu'à 2,50 m afin de reconstruire les fondations et empêcher l'eau de continuer à faire des dégâts. La construction de ce palais remonte à l'an 900. Sans cesse modifié, réaménagé, c'est un vieux monsieur qu'il faut choyer. Michele en connaît les exigences. C'est aujourd'hui un spécialiste S-bâtiment. Les sols, comme dans tous les palais vénitiens, ont l'air stables. Mais en fait, ils bougent en permanence. Ils sont un peu comme des serpents.
Comme vous pouvez le voir, le sol a plusieurs hauteurs. Il y en a une là, une autre là. Ça bouge, quoi. Je vais vous montrer comment est le sol, car à l'œil nu, on ne peut pas s'en rendre compte. Ça, c'est une sphère. Je vais la mettre là. Normalement, ça devrait aller droit. Mais regardez ce qui se passe. Bisogna vedere questi se sono stati restaurati o se sono rimasti là. Questo no. Questo assolutamente questo no. È il cancello. Questo è l'originale perché lo vediamo anche da qua. Sì, sì, sì. Ecco, e questi qua l'incastro, vedi che non è saldato qua. Certo. Perché se uno solo Avec un tel palais, Michele n'en a jamais fini. À ses heures, il est lui-même restaurateur. Ces portes en fer ont 200 ans et elles sont hors d'usage. Comment les restaurer? Avec son forgeron, Michele s'interroge. S'engage alors une véritable course contre le temps. Ces artisans sont pour Michele le dernier recours. Dans notre quartier, il ne reste plus que Renato. Après, dans le reste de la ville, vous êtes combien, Renato? À Venise, on est 6 ou 7 qui peuvent encore faire ce genre de restauration dont M. Sammartini a besoin. Mais c'est important pour vous d'avoir ce type d'artisanat à Venise? C'est fondamental afin de préserver ce que l'on a. Si on veut faire quelque chose de neuf, on peut aller en terre ferme, on fait tout faire par les machines et il n'y a plus de problème. Mais à Venise, c'est autre chose. Venise, soit on refait et on maintient ce qui a été dégradé par le temps, soit on renonce et on s'en va. Aux États-Unis, les forgerons, on les voit plus que dans les musées ou en exposition. Tout aujourd'hui est devenu production industrielle. Déjà, si vous allez en terre ferme, à Mestre ou Marghera, on ne trouve plus d'artisans comme ici. C'est pour ça que certains clients, nous devons les chouchouter et bien les traiter. Et ils nous les rendent bien. Ils nous permettent ainsi de continuer à restaurer leur maison. Sinon, on les perd. Michele investit des fortunes dans son patrimoine. Pour pouvoir l'entretenir, il vit dans 200 mètres carrés et loue le reste. Son dernier chantier, les anciens offices du palais. Il veut aujourd'hui reconvertir ces lieux en appartements destinés à la location. Première étape, refaire le parquet. Une véritable marqueterie. On a des murs qui ont 1000 ans, mais le reste se détériore très vite. Donc, de temps en temps, il faut penser à rénover afin que ça puisse rester encore 50 ans de plus. Et puis, qui vivra verra. J'espère seulement que mes successeurs auront la volonté de maintenir ces choses qui sont si précieuses. C'est important pour l'homme, car ça donne un sens à notre combat, à notre guerre quotidienne contre le temps. Ça me procure une satisfaction énorme, car en fait, on contribue à tenir debout une ville qui est unique. Ville unique, ville authentique. Cet après-midi, nous rejoignons Martina, dans un quartier très particulier de la ville. Canareggio, lieu populaire. Maintenant, vous avez un pas vénitien. Vous marchez bien vite. C'est pas facile de vivre à Venise, vous savez. C'est une ville qui... Elle y conduit aujourd'hui un groupe de passionnés. Là, vous avez des terrasses qu'on appelle des altane. Alors, vous en avez une là, sur le toit, et c'était là-haut que les Vénitiennes montaient pour se décolorer les cheveux. Elles mettaient un grand chapeau en paille, elles sortaient les cheveux, il y avait un trou au centre, elles prenaient une petite éponge et elles mettaient du jus de rhubarbe. Elles mettaient la rhubarbe sur les cheveux, elles montaient sur les altanes et avec le soleil, ça décolore, ça brûle parce que la rhubarbe, c'est acide.
Et le fameux blond vénitien, ce n'était pas naturel, c'était fait exprès. Dans ce quartier reculé de la ville vivait un peintre célèbre, une figure marquante de Venise. Nous sommes devant l'église de la Madonna dell'Orto. Ça, c'est la paroisse où le Tintoret habitait. Et ici, à l'intérieur, il y a des très belles peintures du Tintoret. Venez. Le Tintoret, peintre visionnaire et dramatique de la Renaissance. Il interprète avec beaucoup de liberté l'Ancien et le Nouveau Testament, à tel point qu'il frôle les limites de l'orthodoxie. Encourt les foudres de l'Inquisition, est assigné en justice. Pour Martina, ce tableau est révélateur de l'imaginaire du peintre. Dans tous ces personnages, il y a une énergie énorme. Regardez la femme qui est en train de pousser la petite fille. Elle soulève son pied, elle indique la Vierge avec sa main. Ce sont des êtres humains qui sont gros, qui sont gras. Ce sont des monuments parce qu'on voulait mettre l'homme comme le centre de l'univers, l'homme positif, l'homme qui crée son destin. Ça, c'était la philosophie de la Renaissance. Alors maintenant, on va traverser le pont et on rentre dans le ghetto. Le ghetto, un mot d'origine vénitienne. Il fait référence aux fonderies de bronze installées dans ce quartier au XIVe siècle. Quartier où devront ensuite habiter les Vénitiens d'origine juive, interdit pour eux d'habiter ailleurs. Le mot ghetto prend alors le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Ça, ce sont les gratte-ciels de Venise, puisqu'il y avait beaucoup de juifs qui habitaient là à l'intérieur du ghetto. Ils étaient obligés d'habiter dans plusieurs étages. Et donc, les étages sont très bas. Et là, il y a même 5 étages dans une maison qui n'est pas très grande. Mais c'était la seule façon de pouvoir habiter tous à l'intérieur d'une maison. Après 2 heures de découverte, pause déjeuner pour Martina. Alors, tu veux qu'on aille manger un cicchetto ici? Ça, c'est typique. Ça, c'est un baccaro. C'est typiquement vénitien. Buongiorno signora, come va? Abbastanza bene, lei? Allora possiamo mangiare una specialità veneziana? Sì, gradisce un po' di sarde in saor? Delle sarde in saor, benissimo. Grazie mille. Ça, c'était des sardines qui étaient faites avec des pignons et du raisin, des oignons et du vinaigre, et c'était amené dans les bateaux. Est-ce que c'est bon? C'est délicieux. Si on aime les oignons et le vinaigre, c'est vraiment très bon. Molto buono questo vino. Attends, qu'est-ce qu'il y a là? Viens voir. Ça, c'est vraiment caché. Ça, je ne connais pas. Mon Dieu, ce que c'est noir, c'est étroit. C'est une petite cale et c'est vraiment très étroit, là. Je ne sais pas où on finit. Dans une petite cour, avec un petit escalier et un chat. Finalement, un chat. Ça, c'est des endroits que vous aimez? Ça, oui, bien sûr que j'aime ça. Mais tu vois, ici à Venise, il faut toujours avoir le courage de se perdre. Parce qu'en se perdant, on découvre des choses tellement belles que les touristes ne connaissent pas. Donc, ce n'est pas une ville dangereuse. Donc, il faut avoir le courage de se lancer dans la ville, de se perdre et d'aller surtout voir les choses plus noires. Direction à présent le pont du Rialto, un endroit cher aux Vénitiens, à Martina Miane et à son association Chorus. Au XVIe siècle, ce quartier connaît une véritable tragédie. Cette partie fut complètement dévastée par un incendie en 1514. C'était en janvier. Il faisait un froid terrible et le vent soufflait très fort. En 6 heures, toute la zone fut complètement détruite car tout était construit en bois à l'époque. Un véritable désastre. Le pont, également en bois, s'écroule. Des familles entières sont ruinées. Véritable cœur de l'activité économique, la République ne met que quelques mois à reconstruire ce quartier. Du dur, du solide. Et c'est justement dans ce quartier que Martina veut nous montrer un trésor caché.
Ah, je vais vous montrer quelque chose de très spécial. Un petit secret du Rialto. Une chose que même les Vénitiens ne connaissent pas, et bien sûr encore moins les touristes. C'est ça. Ceci est l'entrée de l'église San Giovanni Elemosinario, qui est complètement cachée au milieu des autres maisons. En fait, derrière se cache un édifice Renaissance, une église qui a été construite après l'incendie de 1514. Cette église sans façade extérieure est très atypique comparée aux autres. Elle ressemble à une maison normale. Ceci est dû au fait qu'au Rialto, l'espace était déjà très cher à l'époque. Et donc, pour économiser de l'argent, ils ont décidé de ne pas faire de façade. Et en plus, de sacrifier ces espaces pour en faire d'un côté une maison et de l'autre un magasin. Comme c'était la propriété du prêtre, il les louait pour gagner de l'argent. À l'intérieur, cette église de petite taille est de toute beauté. Des peintures par dizaines. L'histoire de l'art est ici plus qu'ailleurs étroitement liée aux puissantes congrégations de métiers. San Giovanni est l'église des marchands du Rialto. Ça, par exemple, c'est l'hôtel des Gallineri. C'est la confrérie des marchands de poules. Ils étaient particulièrement dévoués à la Vierge. Et là, sur cette peinture, nous avons donc la Vierge et l'ange annonciateur. S'engage alors une véritable compétition picturale entre les différentes confréries. Certaines n'hésitent pas à faire appel aux plus grands peintres du XVIe siècle. Leur puissance s'exprime à coups de pinceau. Ceci est l'hôtel des Veneziano Cursores, les corrieri. C'étaient les postiers de l'époque. Les postiers voyageaient beaucoup et avaient d'autant plus de risques d'attraper des maladies comme la peste. C'est pourquoi ils ont choisi des saints protecteurs. Et dans cette peinture commandée par les corrieri à Pordenone, nous avons Saint Roch à droite et San Sebastiano, qui sont les deux saints protecteurs de la peste. Après un Pordenone, cette église renferme un deuxième chef-d'œuvre. Celui de son rival, un Titien, représentant le patron des lieux, San Giovanni. C'est la plus célèbre des peintures de cet édifice. Une église fermée pendant 30 ans pour cause de restauration. Les travaux ont ici permis de découvrir d'autres merveilles, à 15 mètres de haut. Une des plus importantes découvertes, c'est cette belle fresque peinte par Pordenone. En raison de l'humidité et du sel, les fresques sont très rares à Venise, car elles s'abîment très vite. Cette fresque, on savait qu'elle existait grâce aux archives, mais dans l'église, on avait perdu sa trace. Quand on a commencé à restaurer, on l'a découverte petit bout par petit bout, parfaitement intacte, protégée de l'air et du temps sous différentes couches de peinture blanche. Aujourd'hui, on peut la voir comme elle était au XVIe siècle. Une fresque incroyable de couleurs, des tableaux de grands maîtres. San Giovanni se donne à voir depuis 2 ans seulement. Corus a su lui redonner tout son éclat. Le sens de Corus, de notre travail, c'est de garder à travers ces églises les témoignages de notre passé. Du passé vénitien, mais aussi du passé de tous, de notre civilisation. Et notre travail consiste à montrer que tout cela est aujourd'hui encore bien vivant. En mars, Venise respire un peu. Hors saison touristique, certains établissements font peau neuve. Cet après-midi, justement, Nicolo, le marchand de soie, va voir sa dernière réalisation.
On arrive maintenant à l'hôtel Cipriani, le plus sophistiqué et le plus luxueux des hôtels vénitiens. Vous le voyez, c'est un rêve dans la pointe de l'île de la Giudecca, pas loin de San Marco. On arrive en bateau et après on est dans un monde différent, dans le luxe international. Acteurs, chefs d'État, princes et princesses, les grands de ce monde y ont tous séjourné. Depuis l'ouverture de l'hôtel, il y a 50 ans, la famille de Niccolò fournit les soirées. Ça m'intéresse beaucoup de voir les tissus mis en œuvre parce qu'on voit le développement des tissus, on sait bien comment on les crée, mais après, où ils vont, c'est pas à nous de décider. Et on est en ce moment en train d'accrocher les derniers rideaux. Oui, voilà. Oui, enfin, le bleu qui reprend va bien avec, voilà. La lagune. Oui. Absolument. C'est un très bon choix. On va le mettre en place. Escortés par le manager des lieux, nous sommes dans la plus luxueuse des suites, la suite Palladio, la fierté de l'établissement. Les tissus de Niccolò sont partout. Lui, pourtant, n'y a jamais dormi. C'est un peu un rêve, parce qu'enfin, une suite comme celle-ci, où on est vraiment tranquille, mais oui, j'aimerais bien. Oui. Clients prestigieux, décor luxueux, emplacement exceptionnel, l'hôtel se trouve à la Giudecca, une île à laquelle Niccolò est particulièrement sensible. Avant, c'était la campagne de Venise, où il y avait des maisons de campagne des Vénitiens, des jardins, des vignobles. Ici, dans les Cipriani, le dernier qui est resté. Il avait des couvents, et après, les siècles derniers, il avait des industries. Et c'était une île pas très bien fréquentée. Mais maintenant, les choses ont changé, parce que c'est l'île calme, tranquille, où on peut vivre vraiment à côté de Venise, mais dans un monde différent. J'aime bien venir ici parce que, enfin, c'est 5 minutes de San Marco, mais on est dans un autre monde. C'est justement à la Giudecca que l'ingénieur Tourlone, le docteur des canaux, doit se rendre cet après-midi. Je vais sur un chantier car le responsable de l'archéologie m'a avisé qu'il vient de trouver des vestiges intéressants. C'est primordial pour moi d'aller voir afin de juger de leur importance et de savoir de quoi il s'agit exactement. Ciao Luigi. Bene, grazie. Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Ici, il y a les choses habituelles que l'on trouve à Venise. Ce sont des céramiques de types différents. Cette fois, pas de quoi interrompre les travaux. Désormais, à Venise, aucun chantier ne se fait sans l'avis de cet homme. Le professeur Fozzati. Il est archéologue. L'archéologie est fondamentale. Fondamentale, pas seulement parce qu'on vit ici, mais aussi parce qu'elle documente l'histoire de la ville. Elle fournit également des réponses à l'ingénieur Tourlone, afin qu'il puisse faire un entretien en respectant l'histoire de Venise, sans faire des travaux de manière aléatoire. L'archéologie est fondamentale, et pourtant à Venise, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est très récent, seulement 17 ans. Auparavant, à Venise, personne n'avait fouillé. Luigi Fozzati nous emmène à Lazzaretto Nuovo. Il la surnomme l'île des archéologues, un lieu important dans l'histoire de la cité. Elle est fermée au public. Dans l'énorme édifice que vous voyez sur ma droite, appelé Tesone Grande, on y stockait toutes les marchandises qui arrivaient à Venise avec les bateaux commerciaux, dans le but de procéder à la quarantaine. La quarantaine, c'est cette période qui garantissait qu'aucune maladie comme la peste, par exemple, n'arrive à Venise. Dans cette partie du bâtiment, il conserve son matériel archéologique. Des milliers de pièces posées en vrac derrière ces grilles, en attente d'archivage. Au milieu des céramiques et autres vestiges, Fozzati nous dévoile sa plus belle découverte. Ici, nous avons retrouvé des vestiges durant la restauration du théâtre Malibran de Venise. Théâtre qui a été construit à l'intérieur d'une partie de la maison de Marco Polo.
Cette pierre que vous voyez ici est en fait le seuil de la porte d'entrée de la maison de Marco Polo. C'est une chose importante pour moi, car les morceaux de cette belle maison retrouvés lors de ces fouilles sont très nombreux et nous avions peu d'indications, peu de références sur cette maison. Sans cesse s'ouvrent de nouveaux chantiers. Le plus important se trouve place Saint-Marc. 5 couches superposées de pavements y ont été retrouvées. La plus ancienne date de l'an 1000. 550 sites archéologiques répertoriés entre Venise et la lagune. Fozzati doit avoir l'œil. Certains chantiers sont en effet la proie des pilleurs. Une carte des sites existe. Elle est connue uniquement par l'archéologue et par les gendarmes. J'aimerais que l'on aille voir l'île de San Lorenzo di Amiana, où on nous a signalé des problèmes de fouilles clandestines. Un hélicoptère est aussitôt mis à sa disposition. Départ immédiat pour la lagune. Un vaste territoire, plus de 550 km². Les chantiers archéologiques, souvent des confettis isolés au milieu de cette masse d'eau. Une aubaine pour les voleurs. Il faut que l'on soit particulièrement vigilant aussi sur l'île de San Cristina, car elle est toute proche de San Lorenzo, où il y a eu des problèmes. Ok, nous allons envoyer un bateau pour faire des vérifications. Aujourd'hui, finalement, rien à signaler. Tous les chantiers sont désormais sous haute surveillance, dans une ville qui découvre à peine son patrimoine archéologique. La lagune, autour de Venise, un dédale d'îles et de canaux. Dans le passé, sa meilleure protection contre l'envahisseur. Voici Luca Mizzan, professeur en biologie marine. Il organise régulièrement des sorties scolaires en Bragozzo, un bateau à fond plat, typiquement vénitien. Gardez bien en tête que Venise a beaucoup de campaniles et de phares, ce qui permet de se repérer quand la visibilité est bonne, et cela quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans la lagune. Alors, on est où maintenant? Je crois qu'on est là. J'avais 14 ans quand on m'a offert ma première barque. Et avec les autres gamins, on allait les samedis et dimanches dans la lagune et on s'amusait beaucoup. Il y avait un rapport direct avec la lagune, mais aujourd'hui ce rapport a disparu. Il est donc important de les emmener ici pour leur faire découvrir ce lieu qu'ils connaissent mal et que certains n'ont jamais vu. Ici, vous pouvez remarquer une des caractéristiques de Burano. Regardez, ce sont ces maisons de toutes les couleurs. Burano, c'est une île de pêcheurs. Quand ils s'éloignent pour pêcher dans la lagune, ils peuvent ainsi reconnaître leur maison et se sentir un peu chez eux tout en étant loin. Mizzan veut à présent nous montrer une autre réalité de la lagune. À quelques encablures seulement de la cité historique, le port de Marghera. Dans les années 70, l'industrie chimique y installe ses usines. Un choix aux conséquences lourdes dans un milieu particulièrement fragile. Cette couche orange que vous voyez ici, c'est la zone la plus polluée. Une pollution qui s'est accumulée au cours des années et qui, avec l'effet des vagues, se dilue lentement dans la lagune. C'est pourquoi toute cette zone autour de Marghera est aujourd'hui interdite à la pêche. Mais le plus surprenant, c'est sans doute cela. Je crois qu'il vient de nous dire un peu plus à droite.
Nous sommes dans le canal des pétroliers, une autoroute au cœur de la lagune. Un canal profond de 15 mètres où passent les gros bateaux en direction de Marghera. Ailleurs, l'eau ne dépasse pas les 2 mètres. Un canal aussi profond accélère l'érosion. La partie de la lagune traversée par ce canal a été complètement modifiée, ce qui augmente le niveau de l'eau. C'est un gros problème et qui va en s'accroissant. Il faut vraiment protéger les alentours du canal. Mais d'un autre côté, le futur du commerce est lié à ce port et à son trafic, une réalité contre laquelle Venise ne peut pas faire grand-chose. Cette pollution menace de détruire l'environnement de notre ville. C'est vrai, ça a été un choix fait il y a très longtemps avec le développement. Un choix politique et économique qui finalement est devenu un danger. C'est un problème énorme et la seule chose à faire, c'est de le résoudre le plus vite possible. C'est la première fois que je viens ici. Et je réalise pour la première fois que cette zone de Marghera est dangereuse pour la lagune et pour notre ville. Je réalise aujourd'hui à quel point il y a des problèmes. Une sortie qui semble marquer les esprits de ces futurs citoyens vénitiens. Pour Mizan, c'est déjà un succès. C'est donc important pour moi d'amener les enfants dans la lagune. Parce que connaître l'environnement, ça veut dire le respecter et trouver un nouveau sens pour une ville qui vit au milieu de sa lagune. Après la lagune, retour à la cité historique. Le futur de Venise préoccupe également l'ingénieur Tourlone. Depuis des années, il est en quête de solutions pour sa ville. L'entretien des canaux et le rehaussement des rives ne seront sans doute pas suffisants. L'opération qui consiste à rehausser les rives pour protéger la ville des petites marées est une intervention délicate que nous réalisons mètre par mètre, en tenant compte des bâtiments existants. Car Venise est une ville qui ne se construit plus, une ville que l'on ne fait que conserver. C'est pourquoi, comme on peut le voir dans le cas de cette porte qui est maintenant très basse, notre intervention est la dernière possible. Après, si on veut continuer à combattre les marées, il faudra une autre solution. Solution que je n'ai pas. Depuis 30 ans, Venise s'est lancée dans une politique de grands travaux. Le projet s'appelle MOSE et comprend en particulier un réseau d'une dizaine de digues mobiles. En cas de marée importante, plus d'1,10 m, elles se dresseront pour arrêter l'eau à l'entrée de la lagune. Près de 4 milliards d'euros. Une véritable machine de guerre qui fait largement débat. Venise, quartier Santa Croce, c'est là que se trouve le musée Capeessaro. Éloigné des circuits touristiques, Giandomenico Romanelli voudrait lui redonner sa place. Ce bâtiment a des atouts, c'est le plus beau palais baroque de la ville. À l'intérieur, une des plus importantes collections d'art moderne de toute l'Italie. Donc ici, vous avez un grand patrimoine. Ah oui, c'est un grand patrimoine avec des choses très importantes. Là, il y a Chagall, il y a Matisse, il y a Bonnard, Nolde, Kandinsky, il y a les Klimt, les grands Klimt extraordinaires. Comme à l'accoutumée, Giandomenico cherche à proposer autre chose au public. Dans les coulisses du musée, il y a de quoi faire. Voilà, nous sommes dans les réserves du musée, une sorte de coffre-fort des tableaux de notre musée. Pour le public, est strictement interdit. Tout un étage, plus de 4000 pièces. Des peintures, des sculptures, des gravures, un trésor qu'il aimerait sortir des placards.
Grigoletti? Sì, Grigoletti. Questo è un pezzo buono che potremmo esporre, come lo Schiavoni, questo qua è un pezzo bello che abbiamo. Molto bene, sì. Il y a des choses qui sont l'histoire de l'art italien du XXe siècle. Des choses très klimtiennes, comme ça. C'est Zecchin, un peintre vénitien. Il faut trouver une solution pour le XIXe siècle qui est à Capesero très riche, mais qui n'est pas trop représenté dans l'exposition. La pièce majeure de cette réserve, elle se trouve derrière ce rideau. Voilà les bourgeois décalés, la plâtre de Rodin. Il faut trouver un endroit qui soit un endroit qui nous permet d'apprécier. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Il en existe seulement 2 exemplaires au monde. L'autre se trouve à Meudon, près de Paris. Giandomenico voudrait libérer cet étage, trouver plus d'espace dans ce palais afin de mettre en valeur toutes ces pièces. Ça devrait prendre 2 ans. Il est 13 h, retour sur le canal de la Giudecca, et revoici Niccolò Rubelli. Nous allons avec lui en Vaporetto, au Zattere, au sud de Venise. C'est là qu'il réside. Ici, c'est où j'habite, dans la Maison Rouge. C'est une vieille maison de marchands. On voit encore les colonnes du Moyen-Âge. Et c'est une maison qui était toujours dans la famille. Mon arrière-grand-père l'a achetée, mon père est né là. Moi, j'habite ici depuis 30 ans. Et maintenant, je vous invite à me suivre. C'est quoi ça ici en bas? C'est quelque chose dont on a besoin à Venise. Pour protéger nous-mêmes, on utilise les bottes. Pour protéger les maisons, on utilise ça. C'est pour l'acqua alta. Chez lui, petite surprise. Au mur, étrangement, pas de tissu. C'est les cartes de Venise. Ce sont des cartes et des vues en perspective de Venise où on peut suivre l'évolution de la ville dans les dernières 500 années. On voit comme Venise était dans l'imaginaire des gens, une ville vraiment qui sortait de l'eau. On le voit ici avec ses palais byzantins et gothiques. Ça, c'est 1400. Ou bien dans les siècles après, on peut voir cette magnifique et assez rare plan de Venise où on voit l'évolution de la ville. Donc, Niccolò, pourquoi cette passion pour les cartes sur Venise? Avant tout, parce que c'est Venise. Et donc, j'ai pas de choix. J'habite à Venise, j'adore Venise, donc tout ce qui a à faire avec Venise, les lions, les cartes, j'adore. Et après, ça devient un peu une espèce de maladie, comme tous les collectionneurs. Quand on commence avec quelque chose, on ne voudrait jamais s'arrêter. Venise, une ville passion pour Niccolò. J'ai toujours vécu à Venise, c'est ma ville. J'aime beaucoup voyager, voir des autres villes et rentrer à Venise. Il y a quelque chose qu'on respire dans l'air, la beauté des endroits, c'est magnifique. Le cœur s'ouvre. Des journées comme aujourd'hui avec le soleil, c'est quelque chose de fantastique. Il n'y a pas d'autre endroit comme cela. À proximité immédiate du Grand Canal, notre dernier rendez-vous avec Martina. Elle nous emmène dans un endroit vraiment très privé. Martina nous ouvre la porte de son palais familial. Nous sommes dans sa campagne à elle. Ce côté-là, c'est le Grand Canal. Donc, il y a toute la grande maison qui donne sur le Grand Canal. Le palais avec toujours 2 entrées, côté eau et côté terre. Martina occupe le 2e étage, l'étage noble de ce palais du XVIIe siècle. Alors là, on est dans une salle qui s'appelle le Portego. Et dans toutes les maisons vénitiennes, il y a cette salle mise au centre du palais. C'est immense. C'est assez grand, ça dépend. Ça peut être très long, ça peut être plus carré. Là, il y a des dimensions qui sont très belles. Il y a une grande harmonie là. Et qu'est-ce qu'on y faisait ici? Et ça, c'était une salle de passage, une salle d'attente, un salon. Il y a des portes, il y a 2 portes sur la droite et 2 portes sur la gauche. Et les pièces de l'autre côté, c'était des salons, des bibliothèques. Et ici, on rentre directement, par exemple, dans une salle à manger.
Dans la famille de Martina, on compte plusieurs doges, ces chefs de la République vénitienne. Un héritage qui implique une véritable responsabilité. Martina pense que sa ville a encore tellement à offrir, pour peu qu'on sache l'apprécier et la respecter. Moi, je fais aimer et connaître Venise. Je parle de 1000 ans d'histoire. Je montre que chaque pierre a un sens, a une histoire. On n'est pas à Disneyland là. Tout cache quelque chose de vrai et avec une très grande histoire derrière nous. Et ça, il faut le faire partager justement? Et ça, il faut faire le partager à tout le monde, naturellement, mais pas... Il faut que le tourisme change. Ce ne sont pas les touristes qui viennent le matin et qui s'en vont le soir. Il faut leur faire voir la vraie Venise. Martina, Niccolò, Giandomenico, Ivano ne veulent pas devenir les gardiens d'une ville-musée. Ce lieu magnifique et fragile à la fois, ils le savent, demande davantage. Venise demande l'exceptionnel.